Heureux de vous accueillir dans les nouveaux podcasts de l'Alcazar, les podcasts Flashback Cinéma. Un voyage dans les sentiers merveilleux du 7e art, avec des focus sur les réalisateurs, des acteurs, des scénaristes, avec Serge Briot, responsable cinéma de l'Alcazar. Aujourd'hui, un zoom sur Pier Paolo Pasolini. Je pense que scandaliser est un droit, être scandalisé est un plaisir, et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. Bonjour Serge, heureux de te retrouver pour ce deuxième podcast après celui de David Lynch, dont le podcast est disponible sur notre chaîne YouTube. Tout va bien Serge ? Bonjour Stéphane, tout va bien, bonjour à tous. Donc cette citation du dernier interview en octobre 1975 de Pasolini retrace bien toute la pensée rebelle et anticonformiste du personnage. Et j'ai envie de dire, quel personnage, hein ? Sulfureux, fou de sport et de football notamment, contestataire, engagé, passionné, un homme hors série, ce qui est parfois le panache des talentueux. Mais pour Pasolini, j'ai l'impression qu'il y a une pure colère, une rage supplémentaire. Quelle est ton analyse par rapport à ça ? Alors, vaste question, et parmi, si je peux me permettre, Stéphane, parmi tous les qualificatifs que tu as employés, je mettrai quelques petites réserves sur le fait de considérer Pasolini comme rebelle. Ouais. Sachant qu'en matière de cinéma, la référence au rebelle peut se faire par rapport à James Dean, qui était le rebelle. Ouais. Pasolini, au-delà de l'artiste rempli de contradictions qu'il a été, on va y revenir, pas forcément un rebelle stricto sensu. En revanche, on peut le qualifier sans aucune contestation d'anticonformiste, comme tu l'as dit, de contestataire, avant tout contre la bourgeoisie. Hein, ces diatribes ont souvent été orientées envers la bourgeoisie et l'hypocrisie constitutive de la bourgeoisie. Engagé évidemment, puisqu'il a été engagé politiquement, marxiste de conviction et adhérent du Parti communiste pendant un temps. Ouais. Et passionné, bien évidemment, puisque la passion peut résumer, et on reviendra à la passion également par rapport au film, l'Évangile selon saint Matthieu, la passion de la vie, la passion de l'art et la passion du football aussi, puisque tu as mentionné le football. Oui. Non, c'était un foot de Bologne, non ? Il me semble que tu m'avais dit. Il est originaire, il est né à Bologne, donc même si il a, de par l'activité de ses parents, de son père, entre autres, beaucoup voyagé, beaucoup déménagé, je pense qu'on y reviendra par la suite. Tout à fait. Il est toujours resté attaché à sa ville de naissance et à son club de naissance, le club de Bologne, qui n'est pas très grand club du calcio, même si il lui est arrivé de croiser la vie, le chemin de l'Olympique de Marseille dans une Coupe d'Europe il y a une vingtaine d'années, mais il est toujours resté attaché à Bologne. Il a surtout toujours eu un grand amour pour le foot, qui, il faut se rappeler, à l'époque, le foot était quand même un générateur. N'était pas très bien considéré par les intellectuels, pour en manier l'euphémisme. Et lui était considéré que le foot, c'était l'occupation des jeunes gens de son âge, et il considérait les après-midi, qu'on a peut-être passé toi et moi d'ailleurs aussi, à jouer au foot, adolescent, comme les plus belles après-midi de sa vie. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'il aimait beaucoup être à contre-courant des choses. Juste pour finir sur le football, quand on lui posait la question à laquelle il répondait de manière très sérieuse de ce qu'il aurait voulu être s'il n'avait pas été l'artiste, écrivain, cinéaste qu'il a été, sa réponse était un bon footballeur. Ben pour rebondir du coup sur la vie de son père, donc la vie un peu mouvementée donc de son père qui était militaire, donc avec beaucoup de déménagements, notamment, a-t-elle à ton avis pesé sur sa personnalité, sa vision de la vie ? Car à chaque fois il a dû s'adapter à une nouvelle existence, de nouvelles connaissances, et on sait que dans l'enfance, l'adolescence, ça peut être assez périlleux en fait, sur la construction. Tout à fait, en effet, il a évidemment été marqué, impacté par cette vie de multiples déménagements en tant qu'enfant, adolescent et ensuite adulte. Alors, pour expliciter un peu tout cela, il faut revenir sur le cadre familial dans lequel il a grandi, et ses origines, par la force des choses. Son père était officier, issu lui-même d'une famille de militaires, donc assez aisée, on va dire, alors que sa mère, de laquelle il est toujours resté très proche jusqu'à la faire jouer dans
dans peut-être son plus grand film. Et d'ailleurs, faire jouer sa mère en tant que Marie-Madeleine, c'est-à-dire mère du Christ, je ne sais pas si on peut y voir un petit symbole freudien, mais sa mère était donc institutrice, mais elle-même issue d'un milieu paysan et de la région du Frioul. D'accord. La région dans laquelle il passait ses vacances enfant, et dans laquelle il n'a cessé de revenir pour passer ses vacances, pour y vivre, et à laquelle il est toujours resté très attaché, en particulier par rapport à la langue, au dialecte frioulan de la région de sa mère. Donc ces voyages enfants ont été tributaires donc, du métier de son père. Par la suite, il a beaucoup voyagé à travers l'Italie, d'une part, à travers son travail. Ouais. L'enquête sur la sexualité qu'il a réalisée pour la télé l'a mené à voyager dans toute l'Italie. Ensuite, il est parti habiter à Rome plus tard, avec sa mère d'ailleurs. Il a également voyagé en Europe. Il a également voyagé aux États-Unis. Il y a un célèbre voyage à New York, et également en Palestine, et en Afrique, ainsi qu'en Inde, comme Rossellini. Autre connexion avec un grand cinéaste. Cela dit, il est toujours resté proche de Bologne et de Casarsa, qui est la ville du Frioul dont était originaire sa mère et dans laquelle il revenait régulièrement. J'avais vu qu'il avait écrit des poésies, je crois, en frioulan. En frioulan, exactement. Coup, il avait une vraie passion pour ce dialecte. Tout à fait. Il avait une passion pour cette langue, pour ce dialecte. Il y a d'ailleurs des écrits. Il y a même, j'ai trouvé même un rapport d'un comité frioulan qui cherche à entretenir la vie de l'ethnie frioulane, et il s'était vraiment pris de passion pour cette langue, qu'il considérait comme une langue de liberté et d'autonomie. C'était presque, même peut-être un acte politique, le fait de... C'était comme je pense, tous les multiples actes de sa vie pourront toujours être considérés comme des actes politiques. Je te rejoins là-dessus. C'était un personnage beaucoup dans la contestation, qui haïssait les bourgeois. D'ailleurs, une de ses citations où il disait « J'ai passé ma vie à haïr les bourgeois, moralistes. Je dois aussi haïr précocement leur enfant. Les fils à papa se révoltent contre leur papa. » Pourquoi il avait une telle haine, en fait, envers la bourgeoisie, cette classe-là qui... La haine qu'il avait envers la bourgeoisie, c'était la haine cristallisée envers l'hypocrisie de la bourgeoisie, qui pour lui était totalement constitutive de la bourgeoisie. La bourgeoisie ne peut pas aller sans l'hypocrisie qui l'accompagne, l'hypocrisie par rapport à la religion, par rapport aux mœurs, il faut aussi revenir sur les mœurs de Pasolini, qui à l'époque, en tant qu'homosexuel, non pas militant, mais qui ne se cachait pas, et n'était pas forcément, on va dire, bien vu par la bourgeoisie de l'Italie, qui sortait à peine de la guerre, et donc quelques années en arrière du fascisme quand même. Quel acte de courage quand même que d'assumer son homosexualité dans cette époque de l'Italie. C'est aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on peut voir dans la société actuelle, où toutes les actions autour de Pasolini, les expositions, j'irais même jusqu'à l'édition du DVD de l'Évangile selon saint Matthieu, sont aujourd'hui marquées du sceau et estampillées têtu, pour parler de ce magazine. Ouais. Ce n'était pas aussi simple à l'époque, évidemment. Il a toujours été d'ailleurs assez... Mais il a tracé son sillon, sa route par rapport à ça. Donc pour revenir à la bourgeoisie, en fait, il s'en prend, on peut trouver ça un peu radical, il s'en prend au fils à papa, en fait, et il s'en prend aux enfants des bourgeois avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes des bourgeois dans leur vie, dans leur comportement. Et pour aller un peu plus loin dans la citation que tu mentionnais il y a quelques instants, donc ça s'est cristallisé au moment de 68, des révoltes étudiantes, qu'on a connues ici en France, mais qui sont également développées en Europe et en Italie. Et donc il dissocie d'une part la vraie révolution des révoltes estudiantines, comme d'ailleurs il dissociera, on en revient encore à ces contradictions, le sacré et la religion. Prendre un autre exemple. Et donc, il y a une citation qui va encore plus loin, donc, où il parle des policiers. Il dit que les policiers étaient les pauvres, et il s'adresse donc aux étudiants. Donc, j'ouvre les guillemets. « Lorsqu'hier vous vous êtes battus avec les policiers, moi je sympathisais avec les policiers. Car les policiers sont fils de pauvres, ils viennent de sous-utopies paysannes ou urbaines. » Donc là, il est totalement contre-courant de l'idéologie, on va dire, de gauche, d'extrême gauche, qui est prégnante à cette période, mais il l'assume sans aucune justification, qu'il n'a pu se donner que ce qui est dit dans cette citation. La bourgeoisie sera, jusqu'à d'ailleurs ses dernières œuvres, toujours, et la société de consommation toujours dans son viseur. Vous savez, je suis, comme vous voyez, un petit bourgeois.
Ma culture, ma première culture, c'est la culture de la petite bourgeoisie italienne. Mais j'ai honte et odio. Il n'aime pas. Je n'aime pas. Je déteste la petite bourgeoisie. Et moi-même aussi. Ah, c'était vraiment quelqu'un d'assez individualisé, bien droit dans ses bottes. Et il était romancier à ses débuts, donc avec 2 livres, donc Les ragazzi et Une vie violente, qui ont été vertement critiqués pour leur côté jugé obscène. Avec ces livres, Pasolini se préparait-il au cinéma? Il se préparait indirectement au cinéma, tout à fait. Oui, I Ragazzi, qui est son premier roman, puisqu'il a commencé par écrire de la poésie dans ses très jeunes années, a d'ailleurs été taxé, comme tu le disais, d'obscénité, de pornographie. Donc, pour revenir, pour développer un peu cette question et cette arrivée vers le cinéma, il convient de revenir à ses débuts. Et ses débuts très jeunes ont été tournés vers l'écrit, la poésie. Il a commencé à écrire des poèmes très jeunes, la littérature ensuite, à la fois comme lecteur. On peut citer Dostoïevski ou Shakespeare, voilà, pour donner de grands auteurs qui ont nourri son imaginaire et qu'il a dévoré à l'époque. Le journalisme, puisqu'il a commencé à écrire très tôt des articles pour divers journaux italiens. C'est à son arrivée à l'université qu'il va découvrir les arts visuels. Donc, par art visuel, j'entends le cinéma, mais également la peinture. Un Italien digne de ce nom, quelles que soient ses idées politiques, est toujours bercé de siècles de... C'est toujours un lieu de connaissance, il a dû rencontrer peut-être des personnes, il a fait des rencontres peut-être. Il est aussi issu du pays de la Renaissance, donc forcément, pour tout il est Italien... imbibé de ça, hydraté. Tout à fait, exactement, ça coule dans son sang. Donc il découvre à l'université, il étudie la peinture, les grands maîtres de la Renaissance, j'y reviendrai, et le cinéma. Alors le cinéma, il découvre le néoréalisme, qui est le courant, grand mouvement cinématographique qui émerge à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à travers un film emblématique, Rome, ville ouverte, de Rossellini, qu'il voit et duquel il dit qu'il a changé sa vie. Il découvre le cinéma, donc ça va se revoir et ça va transpirer dans ses œuvres. Dreyer, cinéaste danois qui a commencé au temps du muet, Chaplin, évidemment. Ouais. Murnau, cinéaste allemand également originaire du muet et qui ensuite aura une brève carrière en parlant. Robert Bresson, j'y reviendrai également. Et donc, il arrivera quand même, en tant que professionnel au cinéma, par l'écrit, puisque ses premiers engagements au cinéma, se seront faits en tant que scénariste. Le cinéaste Mauro Bolognini, qui est un grand cinéaste italien qui émerge dans les années 50, qui sera d'ailleurs son ami, le langage pour écrire le scénario des garçons, qui n'est autre que l'adaptation d'I Ragazzi, dont on parlait précédemment avec Briali. Fellini, il travaille avec Fellini sur Les Nuits de Cabiria, puis en écrivant une scène de la Dolce Vita. Et on est donc à la toute fin des années 50, et en 61, il passe de l'autre côté de la caméra en tournant sa première réalisation qui est Acatone. Monsieur Pasolini, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Fellini pour la première fois? Ho incontrato Fellini nel 56, mi pare, mentre stava preparando il suo film Le notti di Cabiria. Mi ha telefonato chiedendomi la collaborazione, io ben volentieri gliel'ho data, ci siamo incontrati, così abbiamo cominciato la nostra amicizia. Tout s'est bellement accéléré pour lui. Et juste sur Acatone, donc il découvre, comme il n'a pas étudié le cinéma à l'université, il découvre le cinéma en fait en le réalisant. Et donc la technique, il découvre, il met à l'œuvre, il découvre jour après jour la technique. Certains l'ont décrit comme un pionnier du cinéma qui découvrait le travelling parce qu'il avait une idée de scène et donc il se mettait à utiliser le travelling. La grammaire cinématographique est découverte en Il a été un peu novateur du coup sur ce fait-là. Il a été un peu novateur. Il a été novateur, ça a été repris, même si il a été aussi critiqué par des cinéastes plus affirmés que lui, comme Fellini, qui d'ailleurs l'estimait, mais qui, sur l'utilisation de tel ou tel moyen technique, n'était pas forcément d'accord avec lui. En cela, pour revenir à ta question initiale, certains maîtres d'ailleurs s'imposent, certains exemples d'écrivains
qui sont ensuite passés au cinéma, qui sont devenus des grands cinéastes. Marcel Pagnol a été initialement un auteur de théâtre, un écrivain, avant de venir au cinéma en tant que réalisateur. Sacha Guitry, Jean Cocteau ou Marguerite Duras sont d'autres exemples de ce qu'est devenu Pasolini, un auteur qui ensuite est devenu un grand cinéaste. C'est une très belle passerelle pour ma prochaine question. Du coup, au vu de son œuvre, avec je crois plus de 14 prix et 9 nominations, où situer l'œuvre de Pasolini dans l'histoire du cinéma italien? Oui, c'est une intéressante et vaste question. Je pense que je vais me permettre d'être peut-être un petit peu plus long sur celle-ci. J'ai envie de dire, fais-toi plaisir. Faisons-nous plaisir. Donc, et surtout l'occasion d'évoquer ce que représentait, on est malheureusement obligé d'en parler un peu au passé, le cinéma italien dans la deuxième partie du XXe siècle qui est source de plaisir. Donc effectivement, il a été primé, malgré le côté novateur, la radicalité, le scandale de certaines de ses œuvres. Il a été primé dans les 3 grands festivals, à la Berlin, ce qu'on appelle la Berlinale aujourd'hui, à la Mostra de Venise, qui est son pays natal, et également au Festival de Cannes. Il n'obtiendra non pas la Palme d'Or, mais le Grand Prix. Donc, alors l'œuvre de Fellini, l'œuvre de Pasolini, elle occupe une place majeure dans l'histoire du cinéma italien, une place charnière. Revenons au cinéma italien, ce qu'il était. Le cinéma est inventé en France. Ouais. Les 2 grands cinémas du début du siècle se retrouvent de part et d'autre de l'Atlantique. La France avec les frères Lumière et Méliès. Les États-Unis commencent à développer, avec un grand cinéaste comme Griffith, ce qui est la grammaire du cinéma, les studios et Chaplin et beaucoup d'autres immigrés venant de Grande-Bretagne et d'Allemagne construiront le cinéma des studios américains. Il faut savoir que le cinéma italien, au début du siècle, est un cinéma à grosse production, entre autres des péplums. Je me souviens d'un film qui s'appelle Cabiria, d'un réalisateur qui s'appelle Giovanni Pastrone, qui est un grand cinéaste des années 10. Ensuite, l'histoire et la guerre fait son œuvre, si je puis dire, et évidemment, le cinéma italien va un petit peu stagner pendant cette période, et il sera ensuite, comme le cinéma allemand d'ailleurs, sous le joug du fascisme et de Mussolini, sans aucune production, sans aucune liberté créatrice. Et on appelle cette période le cinéma des téléphones blancs, téléphonie bianchi, puisque c'était un cinéma qui était totalement déconnecté de la réalité sociale, quotidienne, économique, alors qu'en France ou aux États-Unis, on filmait des périodes de manière réaliste, la Grande Dépression par exemple. Et les téléphones blancs, pourquoi? Parce que ça se passait dans des intérieurs feutrés, avec des bourgeoises en tenue évanescente, et il y avait toujours dans chaque plan un magnifique téléphone blanc. C'est pour ça qu'on appelle le cinéma téléphonie bianchi. Sur ce arrive la guerre et donc ensuite la libération et le mouvement dont je parlais précédemment, le néoréalisme s'impose avec un grand film Rome ville ouverte, un grand cinéaste Rossellini, un autre cinéaste, historiquement le premier d'ailleurs, Visconti, deuxième grande figure du cinéma italien. Rossellini, ce sera plutôt le réel pour schématiser. Visconti, on peut le comparer à l'opéra. Visconti, c'est le Guépard, hein, c'est Rocco et ses frères. Fellini arrivera ensuite avec le cinéma propre à Fellini, qui est à la fois du spectacle, une vision totalement unique, personnelle de ce cinéma-là. Là, on est encore dans les années 50. Et celui qu'on peut considérer comme le 4e géant, c'est Michelangelo Antonioni, cinéma pictural, mais introspection des sentiments, pour résumer rapidement. Donc, ce cinéma-là, et j'imagine un peu ce que ça représente déjà à cette période. Donc on est entre 45 et 55-60. Pasolini arrive donc en 61. À cela, il faut ajouter l'émergence de la comédie italienne, qui arrivera par la suite. Scola, Rizzi, Les Monstres, c'est un genre à part entière, le western italien. On peut penser à ça. Le giallo, le cinéma d'horreur, le cinéma politique italien. Et on a peine imaginé aujourd'hui la densité et la qualité de ce cinéma qui... dans cette période, était peut-être le plus grand cinéma du monde. La France, entre la guerre et l'émergence de la nouvelle vague, connaît une période un peu de creux, où les scénaristes dictent les films, mais il n'y a pas de grands, à quelques exceptions près, peu de grands auteurs. Le cinéma américain vit une période difficile entre la fin et le déclin des studios
et ensuite l'émergence d'un nouveau cinéma qui sera le cinéma des Coppola Scorsese du Nouvel Hollywood. Donc le cinéma italien, entre 1945 et 1975, connaît ce qu'on appelle une période qu'on peut qualifier de 30 glorieuse par analogie à une période économique de la France à cette période. Et donc en gros, pourquoi le milieu des années 70 ? Puisque successivement, en 1974, décède Vittorio De Sica, le grand réalisateur, auteur entre autres du Voleur de bicyclette, 1975 Pasolini, 1976 mort de Visconti, 1977 mort de Rossellini. D'accord. À ceci près, on ajoute 2 films assez fondamentaux. Un film qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, qui fait le bilan de 30 années de cinéma italien, qui va d'ailleurs avec les utopies, l'idée d'un monde meilleur, des idées progressistes, et un film qui soldera un peu le compte de tout ça, qui s'appelle La Terrasse, du même Ettore Scola en 80, où des intellectuels italiens font le bilan, se retournent sur leur passé et font le bilan de ce déclin qui ne fera que s'accentuer avec l'arrivée de la télévision, de Berlusconi, et malgré la subsistance de quelques grands auteurs, on pense à Nanni Moretti, à Marco Bellocchio, ce cinéma aujourd'hui n'est évidemment plus que l'ombre de ce qu'il a été. Donc Pasolini arrive vraiment à la frontière, en 60, au milieu de cette, de cette période, et il a donc travaillé avec certains, puisqu'il a collaboré avec Bolognini, Fellini sur des scénarios, et il est à la fois un pied dans le passé. On en parlait par rapport à l'art italien, il est fondamentalement attaché à l'art classique italien, mais il est également un pied dans l'avenir, dans la modernité. Il partage ceci avec ses contemporains, Bernardo Bertolucci, le réalisateur du dernier Tango à Paris, qu'il fera d'ailleurs travailler, puis Bellocchio, qui sont les frères Taviani, qui sont des nouveaux réalisateurs subversifs et progressistes, et qui marqueront le cinéma de la fin des années 60 et des années 70. Du coup, il a entrepris le film L'Évangile selon saint Matthieu avec beaucoup de sérieux. J'ai lu beaucoup de recherches. Il avait l'ambition de raconter la plus belle histoire du monde. Pourquoi ce film ? Alors pourquoi ce film ? Très très vaste question. Je vais essayer d'être un peu plus synthétique, étant donné qu'il y a énormément de choses à dire et d'éléments à décliner sur ce choix. D'abord, sa première approche de la religion, puisque ces 2 premiers films, que ce soit Catone et Mamma Roma, sont plutôt à considérer dans un registre réaliste, voire néo-réaliste. Sa première approche de la religion, ça se produit l'année précédente, en 1963, avec un court-métrage qui s'appelle La Ricotta, du nom du fameux fromage italien, et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle un film à sketch. C'est un film avec plusieurs réalisateurs qui constituent une entité qui s'appelle Rogopag. C'est un acronyme de Rossellini, Godard, Pasolini. Le G, c'est Gregoretti, me semble-t-il, un cinéaste moins connu. Et donc, il tourne un film, La Ricotta, donc, qui fait scandale, avec Orson Welles, entre autres, et une approche, on va dire, iconoclaste de la religion. Ensuite, pourquoi ce film ? Pourquoi est-ce qu'un laïc et revendiqué non-croyant comme Pasolini s'attache à développer cette histoire ? Il y a plusieurs... il fait déjà le choix de raconter de manière très fidèle l'évangile, selon un des nombreux évangiles, l'évangile selon saint Matthieu, qui narre plusieurs scènes de la vie du Christ, qui vont de l'Annonciation jusqu'à la Passion. Et je vais peut-être, pour initier la réponse à la jeunesse de ce film, te lire en fait quelques extraits très courts de la lettre qu'il écrit à Alfredo Bini, qui est son producteur, qui restera toujours son producteur, et qu'il essaie de convaincre de sa volonté de tourner ce film. Donc en fait, il se justifie un peu de la raison qui fait qu'un laïc comme lui veuille s'attaquer à un sujet religieux. Donc pour lui, je cite, « L'humanité du Christ est poussée par une telle force intérieure, par une telle soif irréductible de savoir et de vérifier le savoir, que ça en devient une réalité.
Pour lui, la beauté est toujours une beauté morale, immédiate à l'état pur. Et quant à mon rapport artistique avec l'Évangile, il est assez curieux. Tu sais, donc s'adresse-t-il à Bini, peut-être qu'en tant qu'écrivain né idéalement de la résistance, en tant que marxiste, etc., pendant la durée des années 50, mon travail idéologique a tendu vers la rationalité. Et il explique que là, en l'occurrence, il veut faire une pure œuvre de poésie, au risque de l'esthétisme s'il le faut, Bach, Mozart, Piero della Francesca Duccio pour l'inspiration figurative. Il est conscient que cela remet en jeu sa carrière d'écrivain, et, je finis là-dessus, ce serait un peu fort que, aimant de manière si effrénée le Christ de Matthieu, je craigne tout de même de remettre en jeu quoi que ce soit. Donc, il assume ses contradictions, il décide quand même d'aller au bout, et donc, comme tu disais, de raconter ce qui est au-delà de toute considération religieuse, la plus grande histoire du monde, et évidemment... le Christ peut aussi être pris comme un symbole de combat, mais également un symbole de rédemption, qui évidemment a été explicité, narré dans nombre d'ouvrages, que d'ailleurs j'invite notre public à consulter, ne serait-ce que dans les derniers mois, 5 ou 6 ouvrages anniversaire de naissance oblige. On rappelle que Pasolini est né le 5 mars 1922, donc ça fait à peu près un siècle plus quelques jours. Une parution, une reparution de nombre d'ouvrages sur Pasolini qui éclaire évidemment la vision de ce film. Donc sur quelques autres éléments quand même, sur son approche du film, travaille de manière très méthodique, il fait des fiches. Il veut être absolument irréprochable sur la Bible. Comme c'est un anticlérical, peut-être qu'en fait il s'est dit il faut quand même que je sois sérieux. Il ne veut faire aucune erreur en fait sur. Pas de reproche possible en fait. Voilà, exactement comme nous sommes fait des fiches pour parler de Pasolini. Ah oui, ça c'est vrai que. On est en ça totalement. Des nuits sans dormir. Totalement solidaire de Pasolini qui se faisait des fiches sur la Bible pour éviter un impair sur ce film. Donc il cherche un Christ qui est ancré dans la réalité, qui n'est pas déconnecté des réalités, on le voit, c'est flagrant. Évidemment, du coup, ça recherche des personnages. Des acteurs, oui, des acteurs, bien sûr, oui. C'est fondamental. Il y a sur les acteurs, là, dans ses premiers films, il tournait, hormis Anna Magnani, qui est la grande actrice de Rome Ville Ouverte, entre autres dans Mamma Roma, il tourne essentiellement avec des noms professionnels. Ouais. Il va les chercher dans les quartiers populaires. Il faisait ça pourquoi, à ton avis? Pour retrouver une certaine innocence dans le regard, dans le jeu, exactement. Un jeu plus populaire, plus proche de la vie. Oui, qui est d'ailleurs l'essence du néoréalisme. Dans le néoréalisme, à quelques exceptions près, les acteurs qui tournent dans les grands chefs-d'œuvre, le voleur de bicyclette par exemple, sont des acteurs non professionnels. Ah ouais, ça leur donne une authenticité, une véracité qu'on ne peut pas trouver forcément chez un acteur qui a étudié le jeu. Voilà. Oui, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Donc sur le choix des acteurs, là, il y a deux éléments. Il y a déjà le choix du Christ. Il cherche à sortir, on va dire, de certaines images d'Épinal, d'un Christ nordique, blond, grand, et il revient vers une recherche d'un Christ byzantin. Il a du mal à trouver son héros. Donc, dans un premier temps, il va contacter, toujours en recherchant un nom professionnel, il va contacter un poète communiste, Evgeny Evtuchenko, qui va décliner. Il va ensuite penser à d'autres figures, entre autres de la Beat Generation, Allen Ginsberg par exemple, qui vont tous décliner. Du coup là il cherchait déjà un peu connu du coup. Oui, il cherchait des gens connus, mais non acteurs, pour arriver à marquer le symbole. Et finalement, il va s'avérer que par hasard, il va rencontrer un jeune étudiant espagnol, barcelonais, qui s'appelle Enrique Irazoki, qui lui-même donc, est en visite en Italie pour le syndicat pour lequel il œuvre, puisque l'Espagne de l'époque est une Espagne franquiste, donc avec un régime qui va encore durer pendant une dizaine d'années, donc un régime assez dur et assez, on va dire, peu enclin aux liberté individuelle. Donc cette
il va flasher, hein, si je peux me permettre l'expression, sur le physique de ce jeune homme qui correspond tout à fait à ce qu'il recherche, un homme simple. Hein, oui, j'ai vu le film, c'est vrai qu'il avait un visage très... Et surtout, il va avoir une révélation hein, devant cet acteur qui est tout droit sorti d'une toile du Gréco. Le Gréco, grand peintre espagnol maniériste du XVIe siècle, qui a, entre autres, tout au long de son immense œuvre, peint des figures christiques, Pasolini retrouve donc dans Irazuki ce personnage qui va d'abord décliner, qui ne sera pas à l'aise. Ce n'est pas un acteur hein, qui va... il a pris un vrai risque en acceptant du coup. Bien sûr, et d'ailleurs il le paiera au prix fort, puisque quand il retournera en Espagne après le tournage, il aura des soucis avec la censure de l'époque, qu'il aura accusé d'avoir œuvré pour la propagande marxiste. D'accord. Par contre, voilà. Donc en revanche, cet acteur... Du coup, tu sais s'il a continué une vie d'acteur après ou Non, il est revenu, son unique film. Pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, quand tu regardes des génériques, tu vois des noms, c'est un nom que tu ne retrouves pas. Autre particularité pour le rôle. Donc les différents rôles sont un peu. Il fait venir des amis à lui. Le casting est assez éclectique. Ça reste familial. Ça reste familial. Tu ne crois pas si bien dire. On voit aussi une petite aparté. On voit aussi apparaître dans un rôle qui revient 2 fois dans le film avec un jeune enfant d'ailleurs, Ninetto Davoli, qui est un jeune acteur italien qui a 16 ans à l'époque, qu'il a découvert dans La Ricotta, donc dans le film précédent, qui sera l'amour de sa vie. Ce sera son amant, qui est toujours vivant, du reste, Davoli, qui sera vraiment le grand amour de la vie de Pasolini. Et donc, pour le rôle de la mère du Christ, Marie-Madeleine, non pas Marie-Madeleine jeune, puisque dans les premiers plans du film, on voit une Marie-Madeleine qui a une quinzaine d'années. Ça reste raccord avec la vraie histoire. En revanche, donc, pour le rôle de la mère qu'on voit donc dans la deuxième partie du film, et plutôt dans la fin du film, et d'ailleurs, il suffit d'être assez physionomiste, on peut la reconnaître d'un clin d'œil, c'est Susanna, la mère même de Pier Paolo Pasolini, qui joue le rôle de Marie-Madeleine. Alfredo Bini presenta un film di Pier Paolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, il film più premiato alla 25ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Pier Paolo Pasolini, seguendo fedelmente il testo di Matteo, ha creato un susseguirsi di quadri vivi e commoventi, costituendo con le sue centinaia di personaggi un'autentica galleria di ritratti di sorprendente e affascinante realtà. Pour avoir vu le film, c'est vrai qu'il y a une vraie identité, une inspiration picturale. Les visages dégagent une certaine pureté, une candeur même. À ton sens, à quoi c'est dû ? Il a fait un vrai travail sur ça. Tout à fait. Dans toute l'œuvre qui s'intéresse un peu à la peinture, en particulier à la peinture italienne, et encore plus en particulier à la peinture autour de la Renaissance, on va dire, qui vont des primitifs italiens jusqu'au baroque, l'œuvre entière de Pasolini, de par sa propre nature, mais également de par ses études, de par son intérêt, l'œuvre de Pasolini est très, très, très corrélée à l'art pictural. Petit aparté, je reviens également sur l'utilisation de la musique. Oui. Dans ce film, ça nous prend dès le générique, on est submergé par l'émotion et par la beauté picturale, mais également par l'émotion. Il utilise en particulier la Passion selon saint Matthieu de Bach, qu'il avait déjà utilisé dans Acatone, mais également Mozart, et il mixe un peu divers types de musique, et il l'utilise de manière assez novatrice, puisqu'il reprend un peu le travail d'un Robert Bresson, un cinéaste français également très concerné par la religion. Il a tourné plusieurs films avec comme objet le sujet religieux. Donc il reprend plusieurs fois, il scande le film du même thème qui revient et qui est une partie intégrante du scénario de l'histoire et qui, de par ce que ça apporte comme émotion, ajoute évidemment une part prépondérante au déroulé de l'histoire. Donc pour revenir à ta question et à l'intérêt pour les arts visuels, donc l'omniprésence de la peinture chez Pasolini est indéniable. Dans ce film, il va plus particulièrement s'inspirer de plusieurs peintres qu'on peut citer. Alors, les primitifs
italien Duccio Giotto, qui sont parmi on va dire, à Florence, avant la Renaissance, 13e siècle, les créateurs, on va dire, de l'art classique qui va perdurer en Europe depuis. Voilà. Donc, il va également s'inspirer d'un peintre qui s'appelle Piero della Francesca, qui est un peintre de la Renaissance, en particulier sur les costumes. Des scènes, en particulier au milieu du film, avec des personnages, nombreux personnages en costume, viennent directement des toiles de Piero della Francesca. Il va également s'inspirer d'un immense peintre du début du Quattrocento, de la première partie de la Renaissance, qui s'appelle Masaccio, peintre d'ailleurs qui est mort très très jeune, beaucoup plus jeune que Pasolini, qui peignait des fresques. Donc on peut voir certaines scènes avec des fresques, on se croirait directement... C'est vrai que les séquences du film ressemblent à des tableaux en fait. Certaines sont de Masaccio. J'ajoute à ça, donc je reviens sur le Greco pour la figure christique, et peut-être à aborder un peu plus tard le Caravage, même si ce n'est pas forcément flagrant là, du point de vue du style, s'il en est, le Caravage avec lequel il partage un destin un peu similaire d'étoiles filantes de son art. Le Caravage a peint une toile qui s'appelle Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste. C'est une toile qui illustre cet épisode de la Bible, et cette scène figure également dans le film. On peut se diriger doucement vers la fin de ses œuvres. Donc ces dernières œuvres, avec le film Salo ou Les derniers jours de Sodome, donc qui est une réécriture de l'œuvre du marquis de Sade, d'une radicalité extrême. Et son roman Pétrole, donc inachevé, est paru en 1992 sur la décadence du monde politico-italien. Ne représente-t-il pas son dégoût extrême de la société de l'époque ? Oui, tout à fait. Je dirais même le rejet, et en particulier le rejet qu'il a adressé à la société de consommation, la nouvelle société de consommation qui naît de la prospérité de l'Europe de cette époque-là, des années 60 et des années 70, contre laquelle il dirigeait vraiment toutes ces attaques. Et il considérait même, il est toujours assez extrême là-dedans, il considérait la société de consommation de l'époque comme le nouveau et le vrai fascisme de l'époque. Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. Je pense qu'en tant que savait sur le fascisme, je pense qu'il savait un peu de quoi il parlait. Il faut quand même rappeler que Pasolini avait été fait prisonnier par les Allemands. On va y revenir sur Salo dans ses jeunes années pendant la guerre, et que son frère, son plus jeune frère, a été lui-même a connu un destin funeste, puisqu'il a été assassiné là, non pas par les fascistes, mais par en tant que résistant italien, par les soldats de Tito qui dirigeait la Yougoslavie communiste de l'époque. Voilà, donc pour dire que tout s'explique quelque part. Tout s'explique, et que Pasolini restera toujours marqué par cette période. Et donc sur Salo, en fait, quand il décide de tourner Salo, évidemment, il ne sait pas que sa fin est proche, puisqu'il n'est pas malade. Sa fin, on y reviendra, et intervient de manière très très brutale et soudaine. Mais il sort d'une période, on va dire, relativement heureuse et optimiste, avec 3 films qui aujourd'hui constituent une entité que l'on nomme la trilogie de la vie, où il adapte des œuvres anciennes. Il n'aura eu de cesse de sa carrière de se frotter également à l'Antiquité, Oedipe Roi, Médée par exemple. Et donc là, il tourne successivement le Décameron, qui est l'adaptation de l'œuvre de Boccaccio, XIIIe siècle. Il tourne les Contes de Canterbury, adaptation de britannique Chaucer, et il finit par les 1001 nuits, où donc il décrit l'histoire des 1001 nuits. Donc ce sont des périodes assez qui célèbrent la vie, l'amour, à la Pasolini. Il faut savoir que tout n'est pas forcément à mettre devant tous les yeux. En revanche, là, il revient, il trouve l'opportunité avec Salo, qui l'idée lui est proposée. C'est l'adaptation en fait du Marquis de Sade, quand même, mais qui transpose
dans une république imaginaire de la fin de la guerre avec les derniers jours décadents du fascisme et des dignitaires italiens, bourgeois, qui séquestrent pendant une période assez longue quand même des jeunes gens à qui ils font subir les pires sévices. À la manière, on va dire, de Dante avec ses cercles, puisque le film décline plusieurs cercles, donc le cercle de la merde pour en parler d'un, et le cercle de la mort pour finir. Donc c'est un film absolument radical, mais l'explication que l'on pourrait trouver au choix de Pasolini de revenir à ça, c'est que il a donc sa jeunesse dont on parlait, qui était marquée par la guerre, et elle était marquée par une peur panique, par le cauchemar d'être pendu. Il a toujours eu de tout temps la peur de finir d'une mort de manière violente. En fait. Et donc il tourne un film sur la barbarie qui est évidemment, qui peut être considéré comme irregardable. Le garder avec une certaine distance, un certain recul, mais c'est une vision. Il a été censuré de suite en fait. Il n'a pas été censuré. Il a été interdit dans un premier temps, puis ensuite sa sortie a été autorisée. Il s'avère que par les hasards de la vie de Pasolini, il est sorti à titre posthume, puisqu'il n'a pas fini de monter ce film, puisqu'il sera assassiné, je pense que tu y reviendras d'ici quelques instants, il sera assassiné avant la sortie du film. D'ailleurs, il y a une relation réel ou pas, entre le film lui-même et l'assassinat de Pasolini. Et donc ce film ne se verra pas. On n'a jamais vu ce film à la télévision, par exemple à l'époque, hormis une séance au cinéma de minuit. Et quand il est remontré dans certaines rétrospectives, mais dans des séances assez tardives avec des annonces, évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, il est considéré moins de 16 ans, moins de 18 ans. Enfin, il faut toujours le voir. Ce film à présent, il a une place quand même. Il a une place comme cinéma du mal radical. Et c'est pas en tant que la violence. D'autres films ont montré des scènes beaucoup plus violentes. À la limite, même certains jeux vidéo peuvent montrer des scènes beaucoup plus violentes. Mais c'est dans ce qui représente de manière frontale le mal et la barbarie. Et ce qui peut ensuite laisser comme place à la réflexion qu'il est terrible. D'ailleurs, un cinéaste qui peut un peu s'inscrire dans les pas de Pasolini, qui est Michael Haneke, le grand cinéaste autrichien, qui n'a cessé qui d'ailleurs a fait des films Funny Games, c'est des films assez terribles en termes de barbarie, considère que c'est un immense film, mais ne l'a vu qu'une fois. D'accord. C'est pas un film qu'on revoit, qu'on peut revoir tous les ans. Tu m'avais dit que tu avais eu le courage de le voir 2 fois. Je crois. Oui, je l'ai vu. On peut. C'est pas forcément un courage. Il faut vraiment le voir dans ces conditions. Après, il y a aussi tout un travail dessus. Il y a entre autres une édition très intéressante en DVD en Blu-ray. Il a été restauré et l'éditeur Carlotta l'a ressorti avec des bonus qui accompagnent ce film. Mais on peut considérer que, et par rapport à ce qu'il montre, et là où il peut aller assez loin, et par rapport à la vie de Pasolini, c'est son film ultime. Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma. Il giovane di 17 anni, Giuseppe Pelosi, arrestato nella stessa nottata perché trovato alla guida dell'auto di Pasolini, ha confessato di aver ucciso lo scrittore. Donc là, il avait peur de mourir brutalement. Et pourtant, dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, donc Pasolini est sauvagement assassiné sur une plage d'Ostia en Italie, donc par un jeune prostitué. Sa mort violente est alors interprétée comme le fidèle reflet d'une vie parsemée de scandales. Sa mort dans des conditions mystérieuses a soulevé bien des hypothèses. Peux-tu nous expliquer ta vision sur cette fin tragique ? J'ai l'impression, comme je l'ai lu, qu'il est arrivé avec le scandale et qu'il finit dans le scandale. Oui, exactement. Je vais même compléter ta citation par une autre citation que je tiens je crois que c'était Paris Match de l'époque. Alors c'était encore plus expéditif. Hein. Il était écrit donc dans le Paris Match qui suit le décès de Pasolini, donc le novembre 75. Il meurt comme il a vécu, dans un terrain vague entre le ciel et l'enfer. Bon, c'est un raccourci. Ouais. Ça peut à la fois paraître comme un cliché, mais c'est factuellement vrai. Alors, c'est une mort sordide qui est évidemment, comme on le disait,
corrélé donc à la sortie de Salo, puisqu'il s'agirait d'un rendez-vous prétexte qui aurait été donné donc par son amant de l'époque, qui aurait été instrumentalisé suite au vol de la copie de Salo pour lui rendre contre de l'argent, et qui aurait tourné en l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. Plusieurs théories du complot ont depuis émergé. Certains documentaires se sont fait le reflet de ces théories. Je pense qu'il faut garder une certaine... Oui, il faut garder la tête froide. Tu penses que ça a aussi un rapport avec ce livre Pétrole qu'il a sorti peut-être? Alors Pétrole est sorti à titre posthume. Je pense qu'à l'époque, Pasolini est assez... il n'y va pas avec le dos de la cuillère sur la critique de la société de consommation. De là à imaginer un complot qui aurait attenté à ses jours par rapport à ses sorties, je ne suis pas certain qu'il faille aller jusque-là. En revanche, il s'avère que c'est un massacre, et c'est un assassinat crapuleux sur un terrain vague, même ironiquement sur quelque chose qui était un terrain de foot d'ailleurs. On peut y revenir. Alors, un clin d'œil morbide. Ça a créé... je peux citer aussi Alberto Moravia, le grand écrivain, donc, qui a parlé à ses obsèques, puisque malgré le statut un peu... hors norme de Pasolini, l'émotion a été extrêmement considérable en Italie au moment de son décès. C'était quelqu'un qui était très populaire. Malgré ses sujets de prédilection, malgré ses prises de position, c'était quelqu'un qui était populaire et qui reste aujourd'hui populaire. J'en veux pour preuve un exemple tout simple. Dans nombre d'aficionados, de fans, d'amateurs, on parle de Pasolini, on appelle Pasolini Paso. Oui. On lui a donné ce surnom et ça vient naturellement. Comme quelqu'un de la famille. Dans le monde du cinéma, je pense que tu peux chercher, j'ai cherché peu de cinéastes malgré leur popularité, à part Hitchcock, qu'on appelle Hitch aussi affectueusement. Pasolini est quand même, restera à la fois un immense artiste, parfois très intouchable intellectuellement, mais aussi est toujours le garçon de la rue qu'il a été, et là où il a fini. Donc Moravia, évidemment, le célèbre, et il explique que sa fin était à la fois similaire à son œuvre et très différente de son œuvre. Là, je ne vais pas développer plus que ça. J'ajoute que plusieurs films ont été évidemment produits et écrits sur la vie et la mort de Pasolini, et un en particulier qui s'appelle l'affaire Pasolini, et donc qui décrit surtout, qui reste concentré sur la relation avec ce Giuseppe Pelosi, donc le jeune criminel romain, donc qui a été condamné, qui ensuite s'est rétracté. Enfin, l'affaire est assez complexe, et donc là, si tu me permets, j'en reviens juste à l'analogie qu'on peut faire avec cet immense artiste italien Caravage, qu'on surnommait le Caravage, qui d'ailleurs lui-même aussi a laissé une postérité en laissant son nom, sa marque sur un mouvement, le caravagisme, un artiste baroque, donc qui est mort à 38 ans, et qui a une fin, on va dire, mystérieuse, et à la suite de plusieurs risques d'emprisonnement, il est décédé de manière très très précoce, en ayant marqué durablement son art de manière stylistique, comme sur les thèmes qu'il a abordés, et on peut les relier tous les deux. Ce sont deux grands artistes à 4 ou 5 siècles d'écart. D'ailleurs, il y a un historien de l'art qui s'appelle Graham Dixon qui affirmait que le Caravage pouvait être considéré comme un pionnier du cinéma moderne. Donc en ça, il est peut-être un des ancêtres de Pasolini. D'accord, écoute, un éternel recommencement. Merci beaucoup Serge pour avoir mis en relief ce personnage haut en couleur. Donc prochain cycle bientôt, j'aurai le plaisir de te retrouver, je crois, pour Coppola. Oui, je vais juste finir, si tu le permets, sur Pasolini, juste pour laisser peut-être une image pour ceux qui veulent vraiment, peut-être dans le cinéma contemporain, la plus belle image qui peut rester de Pasolini, c'est dans le film de Nanni Moretti, Journal intime, d'ailleurs qui sera projeté un jour ou l'autre dans le cadre de ce cycle, où il déambule en Vespa dans les quartiers de Rome. Et donc, un des moments les plus déchirants du film, c'est là où Moretti donc, se rend sur le lieu même à Ostie, donc Ostie qui est une station balnéaire proche de Rome, sur les lieux de 20 ans après, donc sur les lieux de la mort de Pasolini, avec la musique de Kesjaret en arrière-plan, qui est peut-être le plus bel hommage qui peut être rendu dans la postérité de Pasolini. Donc effectivement, le mois prochain,
Coppola, Ford Coppola, ouais. Apocalypse Now, donc je pense qu'on aura, Il y aura de la matière à parler aussi. sur Coppola, sur le Vietnam, sur l'œuvre La société de l'époque. de ce grand cinéaste. Eh ben, écoute, merci beaucoup et on se retrouve donc le mois prochain. Oui, juste une dernière Ouais. chose quand même, puisque évidemment, je me suis inspiré dans ces recherches de nombreuses études qui ont été faites sur Pasolini. C'est absolument considérable. En particulier, Alain Bergala, qui est le commissaire d'exposition de l'exposition Pasolini-Roma à la Cinémathèque française en 2013, Ouais. et éminent spécialiste de Pasolini. Puis je vais remercier également, à titre plus personnel et plus corporate, Coralie qui m'a aidé à préparer ce podcast. Voilà, merci à toi. D'accord, merci beaucoup. Je pense que scandaliser, c'est un droit. Être scandalisé, c'est un plaisir. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste.